Merci Chater. Merci au docteur Boudadé. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler des antiplaquettaires, des anti-agrégants plaquettaires et leur gestion en période périnopératoire. Je vais essayer de répondre à 3 questions essentiellement. D'abord, chez qui faut-il arrêter ou plutôt maintenir? Et pourquoi? Quand est-ce qu'il faut arrêter et pour quel type de procédure? Chirurgicale, anesthésique, endoscopique, hémorragique volant, urgent tout. D'abord, un peu de pharmacologie pour rappeler un petit peu les sites d'action des différents anti-agrégants plaquettaires. Nous avons donc à gauche la première voie qui est assurée par le thromboxane, assurée par l'aspirine. L'aspirine inhibe la cyclooxygénase de type 1 et par conséquent, il inhibe la synthèse du thromboxane A2. S'il n'y a pas de synthèse de thromboxane A2, pas d'activation, il n'y a pas d'agrégation plaquettaire. La deuxième voie qui est tout à fait à droite, c'est la voie de l'ADP qui est plus puissante que la première voie. Je parle de la voie du thromboxane, bien sûr. Cette voie, elle utilise ce qu'on appelle le récepteur P2Y12 et il y a 3 antiplaquettaires, le clopidogrel, le ticagrelor et le prasugrel qui antagonisent ce récepteur-là et empêchent l'ADP à se lier à ce récepteur. Ce qu'il faut savoir aussi sur le plan pharmacologique, c'est que il y a 3 antiplaquettaires qui sont l'aspirine, le clopidogrel et le prasugrel qui ont une liaison irréversible avec les plaquettes. Cela voudrait dire qu'il faut attendre la fin de la durée de vie des plaquettes pour qu'il y ait renouvellement de la fonction plaquettaire. Tandis que pour le ticagrelor, qui est aussi un anti-P2Y12, celui-là, il a une liaison réversible et ça veut dire qu'il faut attendre la fin de la durée d'action du ticagrelor pour revenir à une fonction plaquettaire normale. Je passe rapidement sur le risque lié à l'arrêt et celui qui est à la poursuite des antiplaquettaires. Je dirais juste qu'il est réel et ça a été prouvé par plusieurs études, j'en ai cité 3 ici, qu'il est maximal au 7e jour. Pourquoi le 7e jour? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a renouvellement, ou plutôt il y a un retour à une fonction plaquettaire normale. C'est aussi lié au contexte périopératoire qui se trouve prothrombotique et pro-inflammatoire, comme on le sait. Le risque lié à la poursuite, bien sûr, il est hémorragique, dépend entre autres des antiplaquettaires. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le docteur Boudadé m'a précédé en présentant le risque hémorragique. Je dirais juste que pour l'aspirine, ça, selon plusieurs études, j'en ai cité une, augmenterait le risque hémorragique minime sans augmentation significative du risque hémorragique majeur. Le risque hémorragique majeur est jugé sur 2 critères essentiellement, le recours à la transfusion et la reprise chirurgicale pour saignement post-opératoire, bien sûr. Pour les autres antiplaquettaires, on sait que le prasugrel est le plus hémorragique. Le ticagrelor et le clopidogrel ont un risque hémorragique comparable. Il est bien sûr évident que la bithérapie est plus hémorragique que le monothérapie. C'est un tableau qui a été pris des propositions et des recommandations formalisées d'experts qui ont été faites par les 2 groupes qui s'occupent de l'hémostase en collaboration avec la SPAR en 2018. Nous avons donc le risque thrombotique d'une part et le risque hémorragique de l'autre côté. Si on voit bien, donc pour l'aspirine et en prévention primaire, donc le risque thrombotique n'est pas très élevé. La règle, c'est d'arrêter quel que soit le risque hémorragique, sauf pour le risque faible où il est proposé de poursuivre, on peut poursuivre. Pour la prévention secondaire, toujours en monothérapie, je rappelle que prévention secondaire, ça veut dire que c'est un malade qui a déjà fait un accident vasculaire et chez qui on voudrait éviter ou prévenir une récidive. Pour l'aspirine en monothérapie, là, on doit arrêter quand le risque hémorragique est élevé et poursuivre pour le risque hémorragique faible et intermédiaire. Même chose pour le clopidogrel, arrêt pour le risque hémorragique élevé et poursuite pour le risque faible et intermédiaire. Ceci dit, pour le risque intermédiaire, il vaut mieux arrêter. Il est plutôt recommandé d'arrêter et prendre le relais avec l'aspirine. La situation qui nous pose le plus de problèmes, c'est quand le malade est sous bithérapie antiplaquettaire.
Là, nous avons les 3 situations les plus thrombogènes. Le stent dans la mise en place ne dépasse pas 1 mois. Le stent dans la mise en place ne dépasse pas 6 mois, mais avec haut risque thrombotique. C'est ce qu'on appelle haut risque thrombotique. Je passe à la plaque suivante juste pour vous montrer les caractéristiques. Donc, par exemple, un malade qui a des antécédents de thrombose de stent sous thérapie, un insuffisant rénal avec une cléarance inférieure à 60, au moins 3 stents implantés, au moins 3 lésions traitées. Et aussi l'hygiène qui remonte à moins de 6 mois. La conduite et ce qui a été proposé et recommandé, c'est de différer la procédure, quelle que soit la situation, après, et de la différer après, bien sûr, la fin de la bithérapie antiplaquettaire. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, si le risque hémorragique est faible, je peux poursuivre mes 2 antiplaquettaires. Pour le risque intermédiaire, on poursuit l'aspirine, mais on interrompt l'anti-P2Y12. Pour le risque élevé, il a été proposé d'interrompre les 2 antiplaquettaires, mais avec éventuellement un relais avec un antiplaquettaire injectable, type Cangrelor. Si, même chose pour la bithérapie antiplaquettaire, en dehors de ces 3 critères, c'est la même chose, c'est-à-dire poursuivre les 2 anti-agrégants plaquettaires pour le faible risque hémorragique, l'aspirine à poursuivre et interrompre l'anti-P2Y12 pour le risque intermédiaire, et interrompre les 2 antiplaquettaires sans pour autant préconiser un relais avec l'antiplaquettaire par voie injectable. Quant à la durée d'arrêt des antiplaquettaires, pratiquement elle est standardisée et commune pratiquement à toutes les recommandations des sociétés savantes, que ce soit européennes, américaines ou même françaises. La dernière prise est à J-3 pour l'aspirine, bien sûr, J-5 pour le clopidogrel et le ticagrelor, et à J-7 pour le prasugrel. Juste un détail pour le ticagrelor, il est maintenant, étant donné que sa liaison est réversible, il est proposé de réduire la durée à J-3, comme l'aspirine. Bien sûr, en cas de neurochirurgie et certains actes urologiques très hémorragiques, tels que la chirurgie prostatique, il est recommandé de rajouter 2 jours. En post-opératoire, reprendre dès que possible le ou les 2 anti-agrégants plaquettaires, bien sûr en fonction du risque hémorragique. Quand on dit dès que possible, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une décision collégiale entre cardiologue et réanimateur chirurgien. Il n'est pas recommandé par contre de prendre le relais avec les HPPM ni avec les ANINS. Les HPPM, il se trouve qu'ils n'en sont pas autant efficaces en matière de prévention de thrombose artérielle. Quand on est face à l'urgence ou à une semi-urgence, là, j'attire votre attention sur 2 points. C'est qu'il n'y a pas lieu, il n'est pas recommandé de transfuser les plaquettes en préventif, c'est une recommandation, et éventuellement utiliser certains moyens hémostatiques pharmacologiques tels que l'acide tranexamique qui a prouvé son efficacité en matière de prise en charge hémorragique, pas forcément celle qui est liée aux antiplaquettaires. Le facteur 7A activé et à qui on reproche le fait d'être pourvoyeur de thrombose artérielle, la desmopricine n'a pas encore été bien validée. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, en tout cas je vais résumer ce schéma. Dans le cas de l'urgence, que doit-on faire? D'abord, si la chirurgie peut être réalisée sous antiplaquettaire, on la réalise tout à fait normalement. Si ce n'est pas le cas, et c'est une procédure semi-urgente, c'est-à-dire je peux retarder pendant quelques jours et suivre la règle de 3, 5, 7 d'arrêt des antiplaquettaires, comme pour la chirurgie programmée, je le fais. Si ce n'est pas le cas, là, nous sommes devant 2 cas de figure. Soit il s'agit de la neurochirurgie, à ce moment-là, je dois neutraliser les antiplaquettaires par transfusion des plaquettes pour réaliser la procédure. S'il ne s'agit pas d'une chirurgie neurochirurgicale, je commence la procédure et en fonction du saignement procédural, je décide de neutraliser ou pas les antiplaquettaires. Les moyens de neutralisation, bien sûr, c'est surtout la transfusion plaquettaire. Pour l'aspirine, elle doit être faite à la dose standard, c'est-à-dire 0,5 à 0,7 10 puissance 11 par 10 kg de poids. Pour le clopidogrel et le prasugrel, c'est 2 fois la dose standard, en sachant que l'efficacité est réduite s'il y a une prise de ces 2-là avant les 6 heures. Et pour le ticagrelor, étant donné que son action continue jusqu'à 24 heures, si la dernière prise remonte à moins de 24 heures, la transfusion plaquettaire s'avère inefficace. À ce moment-là, il propose de discuter le facteur 7 activé.
Si la dernière prise remonte à plus de 24 heures, la transfusion plaquettaire s'avère nécessaire, mais pour une neutralisation partielle. Qu'en est-il pour l'anesthésie loco-régionale et l'anti-agrégation plaquettaire? Dr Moudadé nous a déjà expliqué que l'hématome périmédullaire est la complication la plus redoutée. Il faut savoir qu'elle n'a jamais été attribuée à l'aspirine. Par contre, il y a des études qui montrent que pour le clopidogrel, si. Donc, si un malade est sous aspirine, on préfère bien sûr racher anesthésie en tension unique par rapport à la péridurale, et il vaut mieux que ça soit fait par un opérateur expérimenté. Bien sûr, toute l'anesthésie loco-régionale rachidienne est contre-indiquée en cas de traitement par les anti-P2Y12. Si je dois la faire, à ce moment-là, je dois suivre la même règle que la chirurgie programmée. S'il y a mise en place d'un cathéter, l'ablation, bien sûr, suit les mêmes règles que la pose. Je finis par les antiplaquettaires et les blocs nerveux périphériques. Les blocs nerveux périphériques, on peut les classer en deux catégories. Ceux qui sont à faible risque hémorragique, tels que le bloc axillaire par exemple, ou fémoral, parce que s'il y a un saignement, je peux le contrôler éventuellement. Ces blocs peuvent être faits et réalisés sous antiplaquettaire, bien sûr, si le rapport bénéfice-risque est justifié. Tandis que pour les blocs à haut risque hémorragique, tels que l'infraclave ou le sciatique parasacré, la réalisation elle peut se faire sous aspirine. Par contre, ils sont contre-indiqués, bien sûr, pour les anti-P2Y12. Et si il s'avère nécessaire de le faire, la durée d'arrêt de ces anti-P2Y12 suit les mêmes règles que la chirurgie programmée. Il est recommandé de réaliser ces blocs sous écoguidage avec un opérateur expérimenté. Et si, pareil pour les blocs nerveux périphériques, s'il y a mise en place d'un cathéter, le retrait, bien sûr, suit les mêmes règles que la pose. Je vous remercie.